Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous venons d'auditionner les différents collectifs qui ont voulu s'exprimer sur le projet du Lyon-Turin, qui a été un des projets examinés par le Conseil d'orientation des infrastructures. Je rappelle que ce Conseil d'orientation des infrastructures a rendu le 6 mai dernier son rapport au ministre des Transports, délégué aux Transports, M. Tabarot, qui, dès le lendemain, est venu et s'est rendu à Bordeaux pour prendre une sorte d'engagement, pour donner une sorte d'engagement formel de l'État. C'était à Toulouse, pardon, excusez-moi. Oui, oui, ne confondons pas les capitales du Sud-Ouest, pour déclarer le grand projet du Sud-Ouest comme étant de nature irréversible. Alors, un courte introduction sur la façon dont le Conseil d'orientation des infrastructures a évalué, dans les grandes lignes, ce grand projet du Sud-Ouest. Mais ce grand projet du Sud-Ouest recouvre donc deux lignes nouvelles à grande vitesse. La ligne Bordeaux-Toulouse, avec les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, qu'on appelle la FTN, et Bordeaux-Dax-Espagne, avec les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, la FSB. Et c'est un projet qui nous a divisés au sein du COI. Le COI a pourtant, dans sa majorité, reconnu la pertinence d'un besoin. Le nombre de voyageurs sur les plateformes ferroviaires Grand Sud-Ouest, Grand Sud et Atlantique paraît élevé, supérieur à la moyenne nationale en tout cas. La fréquentation des gares aurait augmenté entre 30 et 50% entre 2019 et 2024, donnant lieu à une augmentation des circulations qui pourrait atteindre 100% d'ici une dizaine d'années. Voilà les évaluations, en quelque sorte, non pas socio-économiques, puisqu'on voit que là aussi, on manque d'approche et de bilan socio-économique, mais prédictives, en quelque sorte, qui justifient la réalisation de ces deux lignes. Elles sont également inscrites au réseau central de RTE, et donc l'Europe est fortement comment dire, impliquée dans ce projet, le soutien en tout cas, avec beaucoup de force. Mais les réserves du COI ont porté sur le coût de ce projet, d'une part, hein, puisqu'on a à ce jour une hausse de plus de 20% par rapport au coût initial envisagé, qui était de l'ordre de 10,36 milliards d'euros. Une actualisation des coûts qui n'a donc pas été encore réalisée par la SNCF Réseau. Une étude d'impact qui a semblé très incomplète et qui a été très commentée et très contestée, par ailleurs, par les associations environnementales. Puis nous avons également l'approche sur la préservation des zones humides. Il y en a beaucoup dans le Sud-Ouest, hein, bien évidemment. Et puis un financement qui nous semble très fragile, puisque la participation de l'État serait difficilement mobilisable à la hauteur et dans le cadre auquel il s'était au départ engagé. Et la participation de SNCF Réseau, qui est considérée comme à ce jour très endettée, rendrait indispensable une mobilisation des péages autoroutiers du Grand Sud-Ouest, mais ça a été également écarté. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, je vais vous laisser prendre la parole dans l'ordre qui vous paraît le plus pertinent, et si vous le voulez bien, vous présenter rapidement pour que l'on sache d'où vous parlez. Je vous en prie. Ok. Donc, je suis Stéphanie Mariette, je suis membre d'une association qui s'appelle Stop LGV Bordeaux Métropole pour les transports du quotidien. Et pour dire tout de suite que notre association et l'ensemble de la coordination, hein, on est réunis en une coordination qui s'appelle LGV Non Merci notamment. Alors, toutes les associations et collectifs opposés à GPSO ne sont pas dans notre coordination, mais on n'est pas contre le train. Non, on est contre cette forme de train en particulier, et notamment contre ce grand projet du Sud-Ouest. Et donc tout de suite, je vais présenter, donc donner la parole à Pauline pour qu'elle se présente. Je m'appelle Pauline Ducouille, j'habite en Gironde. On va approcher le micro, c'est ça? Donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif LGV Nina, pour dire ni ici ni ailleurs, et qui est basé dans la vallée du Ciron, qui est cité dans le rapport du COI.
Et je m'investis aussi dans toute la coordination puisque c'est sur un projet qui est sur 5 départements, voire 6 à terme. Et donc avec nous, on a aussi donc Jean-Yves Boutet. Alors Jean-Yves Boutet, je suis président de l'association Ciron Bien Commun. Je suis retraité de la fonction publique territoriale, je connais bien les rouages de ces mécanismes. Et si vous voulez, cette association a été créée initialement pour faire reconnaître les droits, le bien commun. Hein. On est attaché à la défense du bien commun. Et évidemment, le projet le GPSO a été une des premières actions sur lesquelles nous nous sommes mobilisés. Voilà, donc juste. Donc nous, on aimerait tout de suite vous remercier, monsieur le député Coulombe, pour cette invitation à venir parler de notre lutte contre ce grand projet du Sud-Ouest, parce qu'effectivement, quand le Conseil d'orientation des infrastructures est venu en Gironde en novembre 2025, le choix fait, alors je pense que ça n'a pas été un choix du COI, enfin j'imagine, ça a été un choix fait par, je crois, d'ailleurs ni par, je sais pas, le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui est pro-LGV, je pense que c'est un choix qui a été fait par le préfet Guyot, qui est lui-même impliqué en fait dans ce projet depuis bien longtemps, puisqu'avant il était, je crois, préfet en Occitanie. Voilà, donc le préfet Étienne Guyot a sélectionné les personnes qui parleraient au COI ce jour-là. Et donc on peut dire que d'ores et déjà, on augurait mal d'un débat contradictoire devant le Conseil d'orientation des infrastructures en novembre 2025. Alors, les députés et sénateurs-sénatrices opposés à ce projet, tous les autres élus opposés à ce projet n'ont pas été conviés ce jour-là. Ils ont été conviés plus tard parce qu'ils l'ont demandé. Mais donc, il n'y a pas eu débat contradictoire. Et bien évidemment, les associations, les collectifs, etc., hors de question qu'on soit auditionnés ce jour-là. Donc, en termes de débat démocratique, et je dirais au-delà de ça, de débat informé, parce que nous, ce qu'on défend du côté des associations, des collectifs, c'est d'essayer de tenir un débat, et on l'a vu sur le Lyon-Turin, un débat rationnel, chiffré, basé sur des données, et pas sur des affirmations politiques à l'emporte-pièce. Donc nous, c'est un peu dans cet esprit qu'on vient ici aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, essayer d'apporter des éléments objectivables. Et donc aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il était aussi question de discuter de ces grands projets inutiles et imposés et inutiles, les fameux GP2I. Et donc nous, dans ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est aussi d'expliquer en quoi ce grand projet, est un projet imposé, inutile, et au-delà de ça, il est préjudiciable en fait par plein d'aspects. Donc on va essayer de balayer ça, on a 1 heure, donc voilà, on va essayer d'aller vite et d'être, peut-être un peu moins. Voilà, on va essayer de faire court. Voilà. Donc je passe tout de suite la parole à Pauline sur la partie donc grand projet imposé. Alors un grand projet imposé est très ancien, puisque il a commencé à germer dans les esprits il y a près de 50 ans. En plus, donc je ne peux pas refaire un historique global des 30 dernières années. Les amis l'association Le CAD au Pays Basque envoyaient leurs vœux cette année en disant que ça faisait 31 ans qu'ils luttaient contre ce projet. Donc je ne peux pas pouvoir vous redonner toutes les étapes, mais seulement aussi je voulais vous dire que depuis qu'il a été réveillé, puisqu'il avait été complètement enterré, on nous avait dit qu'il n'y aurait plus de grands projets, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on préférait des petites lignes d'avion, gros projets d'infrastructure, on ne pouvait plus faire tout ça. Et puis ce projet s'est réveillé, et du coup il y a eu toutes des associations historiques sur les 5 départements que ça comporte qui sont toujours là, et depuis 4 ans, beaucoup d'autres associations aussi qui ont rejoint et qui se sont formées et qui ont alimenté la lutte. Donc
Pour ceux qui ne sont pas au courant du projet en lui-même, le GPSO, donc c'est le grand projet du Sud-Ouest, 327 km de lignes nouvelles, Bordeaux-Toulouse d'une part et Bordeaux-Dax de l'autre côté, et des gares nouvelles perdues dans la Pampa. Voilà. Donc on va de Bordeaux à Toulouse avec une sorte de pas de doigt au milieu de la forêt des Landes de Gascogne, dans un petit village qui s'appelle Bernos-Bolac, qui a déjà subi l'autoroute Langon-Pau, qui était la plus chère de France avant la 69, qui a fait des dégâts aussi. Donc voilà, ce GPSO, il est déclaré d'utilité publique malgré une énorme mobilisation et un cas d'école, hein, puisque l'enquête publique qui avait eu lieu en 2015, les commissaires enquêteurs avaient donné un avis défavorable. Donc nous, on en reparle vraiment souvent parce que ça donne une légitimité. Enfin, il y avait 12 commissaires enquêteurs. C'est sur le site de LGV, non merci si vous voulez retrouver leurs noms, tous des commissaires à la retraite, des gens bien sous tout rapport, qui ont tous donné à l'unanimité un avis défavorable, plus un énorme élan, des milliers de contributions sur 5 départements, même 6 avec les Pyrénées-Atlantiques, voilà, qui ont, dès le départ, il y a eu cette opposition, et malgré tout, le projet a été déclaré d'utilité publique, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu sur cette utilité publique, parce que c'est le gros questionnement de ce que vous disiez aussi, des fonds, comment on dépense de l'argent et à qui c'est utile. Je fais une toute petite digression. Les voyages en TGV, c'est à peine 5% des voyages en France, souvent pour des gens qui viennent à des réunions comme nous qui travaillent. Et pour des gens qui partent en vacances, c'est la moitié des gens qui partent pas en vacances en France. Donc, et quand bien même ils partent, il y en a plein qui n'utilisent pas, vu le prix des billets. Donc, ça pose c'est vraiment une niche. Et pourtant, ça arrive à avoir une utilité publique. Et donc, en contradiction avec toutes les lois, hein, il y a des dérogations sur toutes les lois. Ce projet serait interdit s'il n'avait pas de dérogation, hein, en France avec les lois actuelles, que ce soit sur l'eau, l'artificialisation, de tout. C'est vraiment tout parce qu'on le sort, qu'on lui donne cette utilité publique. Et pourtant, on voit bien qu'au niveau des besoins de mobilité, c'est pas forcément ça. Encore une autre digression, je suis désolée, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des journalistes, on nous parle du gain de temps. Nous, en Gironde et partout ailleurs sur le tracé, avec toutes les petites routes de campagne, comme 2 habitants au kilomètre carré ne seraient pas raccordés. Donc c'est tous les jours, nous, des minutes, des demi-heures, des heures en plus dans les transports. Donc quand je nous parle de gagner du temps, pour qui voilà, alors que les trains du quotidien fonctionnent très très mal dans le coin et beaucoup ailleurs, voilà. Donc, vous le rappeliez, Monsieur Coulombe, de ce mot d'éclat du Premier ministre à Toulouse il y a quelques jours sur l'irréversibilité du projet, malgré toutes ces étapes. Le mot est lâché, il est là pour faire peur et passer en force, hein. On n'en a aucun doute par rapport au discours. Il traîne, il est en retard, et pourtant l'opposition est toujours aussi, on peut reprendre son mot, irréversible. On le voit sur les terrains, sur l'implication, sur tout le travail qui est fait par les collectifs pour essayer de donner du sens à notre mobilisation et donner des arguments, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Et je voulais aussi vous dire, oui, que au niveau actualité, on a pu penser à un moment donné que ce projet allait être retardé. Le rapport du COI devait avoir lieu avant les municipales. On a bénéficié de cette calendrier électoral. Ça a été repoussé. Ce projet n'est pas commencé actuellement sur la partie ligne nouvelle, bien qu'il ait commencé au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.
Et donc, il n'y a rien d'irréversible. Vous en parliez aussi avec le Lyon-Turin. Il n'y a rien de commencé. Et c'est en même temps, on aurait pu penser que il y aurait on attendrait les élections présidentielles, qu'on laisserait couler, voilà. On pourrait dire qu'il n'y a pas de sous, donc dans cette crise budgétaire, vu les coûts actualisés, on pourrait dire qu'on mettrait la priorité à la protection de l'enfance, au handicap, à la santé. On aurait pu penser tout ça. Mais là, il faut bien quand même que les choses soient claires. Il y a une épée de Damoclès, c'est des coupes qui commenceraient en octobre, et on sait très bien pourquoi ils voudraient commencer en octobre, justement pour l'acter, pour accélérer. Donc on est très content d'être là aujourd'hui, parce qu'on va avoir du pain sur la planche et essayer de faire activer tous les leviers qu'on peut aujourd'hui pour justement ne pas être dans ce cas de figure. On a tenu jusque-là 31 ans, continuons. Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste, excusez-moi, une petite question et en même temps sous forme de remarque, mais nous avons souvent pris en compte comme paramètre d'évaluation du gain la question du temps. Alors, ça a été également discuté au sein du COI, parce qu'on a dit le temps, c'est peut-être très bien, mais on a aussi, par exemple, les évaluations à caractère environnementaux qui, finalement, sont moins pondérées que la question du temps. Et pour ce qui concerne ce projet-là, on s'aperçoit en fait que le gain de temps sur une distance entre Bordeaux et Toulouse, il est, ma foi, tout à fait relatif en termes de minutes. C'est quelques minutes, finalement, sur l'ensemble du trajet, alors qu'on n'est même pas sûr de pouvoir atteindre la vitesse nécessaire pour pouvoir vraiment optimiser une ligne qui serait à grande vitesse, là où finalement il faudrait plutôt de la desserte point par point sur des gares intermédiaires comme Agen, Moissac, etc., Montauban et que sais-je. Donc voilà, petite question. Monsieur Bénaz l'a bien dit tout à l'heure, c'est des projets qui ont été fomentés dans un autre temps, et on veut nous faire passer, c'est du greenwashing, on veut nous faire passer ce transport comme une raison de décarboner, de faire du report modal, mais en fin de compte, c'est pour faire rentrer dans la boîte ce projet. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de l'habilité, comment on dit déjà ? L'habitabilité de ces territoires traversés. Enfin, c'est énorme, ce nombre de kilomètres. Et les répercussions se sont toujours mises par rapport au temps. Tous les journalistes commencent par combien de temps on gagne. C'est important. On est désolé, Toulouse est plus loin de Paris que Bordeaux. Ça, c'est la géographie. Et voilà. Et encore une fois, comme a dit Stéphanie, on n'est absolument pas contre les trains. Et justement, l'ennui, c'est que quand on voit des projets comme ça, c'est que ça ne fait pas avancer les trains du quotidien, et que nous, on a des maires en Gironde, en Lot-et-Garonne, qui se battent pour garder leur desserte. Il y a des collectifs tous les matins qui galèrent pour se rendre à Bordeaux, et qui perdent largement plus d'une heure tous les jours qu'une heure gagnée à un moment, quoi. Mais ça, ils en reparleront tous les deux, Stéphanie et Jean-Yves. Merci. Alors, en fait, pour continuer la discussion, donc, ce qui est à l'œuvre, c'est un passage en force de l'État, puisqu'il y a déclaration d'utilité publique contre 80, je ne sais plus, 18% de personnes qui s'expriment contre, un avis défavorable donc en 2014-2015, et puis, comme l'a dit Pauline, un avis défavorable des commissaires enquêteurs. Donc la déclaration de Sébastien Lecornu à Toulouse le 7 mai, c'est une continuation en fait de ce passage en force de l'État. On pourra y revenir au cours de la discussion. Donc c'est un projet imposé, et ce que je voulais juste après dire, c'est que c'est un projet que depuis notre lutte, on considère inutile. Alors, tous ces projets, effectivement, ils reçoivent une déclaration d'utilité publique. Donc, on se dit, voilà, il y a une utilité publique, une utilité sociale. Donc, en quoi ce projet, nous, on considère inutile, et avec de bons arguments? Alors, on va, je dirais, exécuter déjà le Bordeaux-Dax. Pourquoi l'exécuter? Alors, je renvoie aux travaux menés par le CAD, collectif des associations de défense de l'environnement Pays Basque Sud des Landes. C'est 60 associations
Ils ont un site internet très bien fourni du CAD et qui fait un travail absolument très conséquent sur ce dossier. Donc l'enjeu, hein, les porteurs du projet, ils nous disent on va faire Bordeaux-Dax et puis après Dax-Espagne. Pour l'instant, on est sur du Bordeaux-Dax. Les lignes existantes sont non saturées. On est vraiment dans le cas typique expliqué sur le Lyon-Turin. Et puis, pour ce qui est du gain d'utilité publique de la vitesse, enfin d'un gain de temps effectif sur un trajet donné, donc là, Bordeaux-Dax, alors là, on est carrément dans les choux, parce que c'est quelques minutes. Hein, en fait, je ne sais pas si vous avez la géographie du sud-ouest dans la tête, mais donc Bordeaux-Dax, c'est la ligne existante, c'est un petit détour par facture qui se trouve pas très loin du bassin d'Arcachon, et après, on file, ligne droite, on bat des records de vitesse, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, sur une ligne existante, pas saturée. Voilà. Donc, en fait, cette ligne, grosso modo, et alors que la ligne nouvelle ferait un détour par le site Gironde, et donc, comme l'a noté de nombreuses fois, plusieurs militants, c'est quand même une des premières lignes LGV de France où on va rallonger la distance parcourue. Donc ça, c'est un vrai exploit. Donc, à la fin, le gain de temps, c'est peanuts, quoi. Donc, en tout cas, là, l'utilité sociale pour les catégories socio-professionnelles qui, comme l'a dit Pauline, utilisent ce type de train, il n'y a pas d'argument. Donc, cet argument, il saute complètement. Donc, l'argument, je me fais relais vraiment de la parole du CAD. Hein, encore une fois, on est là au nom d'une myriade de collectifs et d'assauts. La rénovation de l'infrastructure entre Bordeaux et Hendaye, elle est déjà en cours. Il y a déjà, donc on m'a donné le chiffre, hein, merci au CAD, 836 millions d'euros. C'est le chiffre qu'ils ont communiqué au COI, qui ont déjà été investis sur la rénovation de la ligne existante. Donc en fait, il y a le remplacement des rails du ballast qui sera terminé en 2026, le caténaire historique entre Bayonne et Dax en 2031. Donc voilà, on a potentiellement une voie existante rénovée, non saturée et largement non saturée. Donc ça, c'est d'autres calculs qui avaient été faits. On est à moins de 30% de saturation. Et plus on s'éloigne en fait de Bordeaux, moins la ligne est saturée parce que au début, sur la ligne, on a des TER qui vont vers Arcachon où il y a effectivement plus de saturation entre Bordeaux et Facture, donc quand on fait ce parcours. Voilà, donc on a une ligne où on peut déjà reporter du fret, donc les fameux 10 000 camions de Monsieur Rousset qui circulent sur l'autoroute depuis l'Espagne, enfin entre Bordeaux et Espagne, on peut déjà imaginer les mettre sur la voie existante. Donc il y a déjà une augmentation de fret possible sur cette voie existante rénovée. Rajoutons à cela que le cadre dit aussi, mais mettons le RTMS. Et on se trouvera dans les exigences très exactes de ce que demande le coordonnateur européen du corridor atlantique. On peut atteindre, tout le monde a dit, là, on a battu des records de vitesse, donc on doit pouvoir imaginer qu'en enlevant des passages à niveau en plus, on doit pouvoir atteindre la grande vitesse européenne qui se situe autour de 220 km/h. Donc ça, c'est la grande vitesse visée par l'Europe. ERTMS, passage à niveau enlevé, on finit la rénovation, et là, on est quand même très, très loin du coup d'une nouvelle construction. Donc ça, c'est ce qu'on défend, nous. Hein. Donc c'est pas être contre le train, c'est pas être contre le fret ferroviaire. Et nous, on pense que là, il y a une carte à jouer, y compris pour aller chercher de l'argent du côté de l'Europe, puisque va y avoir le nouveau mécanisme d'interconnexion européen, une nouvelle ouverture, SNCF Réseau peut répondre, l'État français peut pousser SNCF Réseau à demander de l'argent pour finir cette rénovation de la voie existante Bordeaux-Hendaye. Et là, l'affaire, elle est close pour un certain temps. Alors nous, on note avec intérêt que le COI, voilà, ils ont bien conscience que quand même, voilà, donc ils recommandent de poursuivre les efforts de régénération et de modernisation de la ligne classique Bordeaux-Hendaye pour un développement souhaitable du fret ferroviaire. Voilà, donc là, on a un point d'accord avec le COI. Là où on a un point d'accord aussi, c'est que
Voilà, il recommande aussi de regarder à la frontière le niveau de saturation. Donc, on est sur une observation de la saturation et ils disent, bon, si jamais ça sature, voilà, peut-être il faudra relancer le DAX Espagne. C'est formulé comme ça. Donc, nous, on pense que quand même, là, le COI a quand même un poil compris qu'avant de lâcher l'armada, de nouvelles études entre DAX et Espagne, il va peut-être falloir regarder les chiffres. Exactement ce que recommandait tout à l'heure Daniel Ibanez sur le Lyon-Turin. Voilà, donc utilité Bordeaux-Dax, on range. Bordeaux-Toulouse. Alors là aussi, nous, ce qu'on a envie de dire, quelle utilité publique, quelle utilité sociale. À nouveau, désolé de se répéter. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que l'utilité publique et sociale de cette ligne, elle est elle-même mise en question par les données publiées par SNCF Réseau en réponse aux critiques de l'autorité environnementale pour délivrer l'autorisation environnementale pour les diagnostics archéo et études préalables, donc la DAE1 qui a été déclarée en février 2025. Donc SNCF Réseau répond aux critiques de l'autorité environnementale et publie, alors désolé, ça ne va pas être visible sur la petite caméra, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez mettre ce graphe que je peux envoyer à votre équipe. Voilà. Donc ce graphe, il est visible dans les 30 000 pages du dossier. Bon, bonjour l'accessibilité par le public, entre parenthèses. Que dit, donc ça, en fait, ils répondent à une demande de l'autorité environnementale qui dit à SNCF Réseau, bon, quand même, votre étude carbone, elle est un peu vieille. Est-ce que vous pourriez quand même, SNCF Réseau, mettre à jour cette étude? SNCF Réseau, donc c'était déjà une demande sur l'autorité environnementale avait déjà formulé un avis avec critique sur les aménagements ferroviaires sud de Bordeaux, aménagements ferroviaires nord de Toulouse, en demandant une mise à jour des chiffres carbone. Donc, au bout de 3 études, SNCF Réseau finit par s'exécuter avec l'aide du cabinet Carbone 4 de Jean-Marc Jancovici, donc c'est du lourd quand même. Merci Janco. Et donc qu'est-ce que ça dit? Eh bien, en fait, ils font des modélisations, donc ils reprennent la DUP de 2014 et ils font une mise à jour. Et comme depuis, et ils le notent dans leur réponse à l'autorité environnementale, comme depuis 2014, donc en fait l'étude carbone, elle dépend. Donc l'intérêt de décarbonation du projet, désolé je vais trop vite, c'est la différence entre les émissions du chantier. Donc là, on est autour de 2,7 millions de tonnes équivalent CO2. Donc, à court terme, ce projet, en fait, clairement, il est climaticide. Et ce à quoi on s'attend, c'est que dans le futur, on évite des transports carbonés. Et en l'occurrence, la majorité des transports carbonés évités par ce projet, c'est les transports par avion, notamment entre Toulouse et Paris. Or, que s'est-il passé depuis la déclaration d'utilité publique de 2014 ? Eh bien, il y a un effondrement des transports aériens. Donc, les chiffres de la DCAC, vous pouvez trouver ça sur le site du réseau Action Climat, qui a fait aussi une étude sur cette LGV Bordeaux-Toulouse. On est à près de moins 36% sur le Paris-Toulouse. Ce qui fait que, en fait, on a un effondrement à la fin des émissions évitées grâce à ce projet, c'est-à-dire la différence entre les émissions évitées par report modal et puis les émissions chantier qui s'effondrent de 70%. Donc, en tout cas, pour ce qui est des déclarations des porteurs du projet, je vous renvoie aux déclarations de Carole Delga. Alors, Rousset, ici, il n'y va pas trop, mais Carole Delga, elle nous dit dans une déclaration en janvier que ce serait, je crois, une erreur climatique de ne pas faire ce projet. Et en même temps, si vous regardez dans le détail sa contribution à l'étude d'impact de la DEAE1, elle dit clairement qu'elle donne un avis favorable sans avoir regardé les 30 000 pages. Donc, nous, on invite vraiment Carole Delga à regarder de près les graphiques, vraiment, et qu'elle continue
à nous expliquer l'intérêt carbone et climatique de ce projet. Sans compter que les assos font en plus des critiques par rapport à ce graphe, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais désolé d'être un peu technique, mais je pense que ça vaut le coup quand même de souligner que nous, on regarde le dossier, on regarde les chiffres, et à chaque fois, on est quand même assez effaré. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, Bordeaux-Toulouse, là aussi, il faut reconsidérer ce qui est dit sur cet intérêt. Donc, le CO, il a noté quand même, l'équilibre carbone était initialement attendu à 10 ans, il est reporté, la baisse récente du trafic aérien Toulouse-Orly a réduit les gains. Et ce bilan doit être complètement actualisé sur la base des dernières études de trafic. Donc là aussi, en fait, alors on peut se projeter, c'est-à-dire on peut se dire, et en fait je pense que là il y a une autre précision qui est importante à avoir sur ce type d'infrastructure, c'est que on peut les juger utiles quand il y a un report modal effectif, c'est-à-dire vraiment des personnes qui prennent leur voiture, qui prennent l'avion, qui vont aller prendre la LGV. Donc là, effectivement, d'un point de vue climatique, ça peut être intéressant. Mais par contre, faut pas confondre avec le trafic induit, qui peut induire du trafic qui va être décarboné, effectivement, mais qui ne vient pas remplacer du trafic carboné. Et ça, c'est important de l'avoir dans la tête. Donc, moi, je vais juste m'arrêter là pour cette partie, mais donc, projet de notre point de vue inutile à ce stade, et puis de la même façon qu'on équipe Bordeaux-Hendaye, on peut très bien équiper Bordeaux-Toulouse de l'ERTMS. Nous, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et un point qui est très important sur cette ligne existante Bordeaux-Toulouse, elle supporte du trafic TER. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais peut-être on y reviendra si on a le temps sur le coût financier de ce projet. De mettre autant d'argent sur une nouvelle ligne, donc 20 milliards coûts actualisés, plus de 20 milliards coûts actualisés par les travaux qui ont été demandés par la SGPSO, 27 milliards si on a un portage public-privé. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Et en fait, à quelle échéance, finalement, on va rénover la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse? Nous, c'est ça la question qu'on a. Quand est-ce qu'on rénove cette ligne qui supporte du trafic TER? Et on souhaite renvoyer vraiment à l'effondrement du ballast qui a eu lieu à Tonneins, en Lot-et-Garonne, en 2025, à la suite d'un événement climatique extrême. Donc, il pleut trop, le ballast s'effondre sur une voie dégradée. Donc, contrairement à ce que dit Carole Delga, c'est pas que la voie est inondable, c'est que la voie, elle est vieille. Donc, dès qu'il pleut trop, et ça s'est passé aussi sur le Toulouse-Pau dernièrement, très près d'Orthez, où là aussi, effondrement de ballast, la voie est coupée, rénovation en urgence. Donc, la réalité des voies existantes actuelles en France, c'est ça. Et donc, nous, juste pour finir, on va citer le COI. Donc ça, c'est David Valence qui dit ça à la fin de son préambule. Il dit, quoi qu'il arrive, alors c'est son avis perso, donc il n'engage que lui, quoi qu'il arrive, la France devra consacrer dès demain davantage de moyens à ses infrastructures de transport existantes, sauf à accepter de dégrader durablement les services qu'elles rendent. C'est dans cette accélération des investissements sur les réseaux de transport dont nous avons hérité que se situe à nos yeux la priorité des priorités. À quoi ressemblerait un pays engagé dans plusieurs très grands projets d'infrastructures nouvelles, mais dont le réseau ferroviaire connaîtrait par exemple un véritable effondrement? En Allemagne, ce paradoxe est devenu réalité ces derniers mois. Il a même pris la dimension d'une crise historique. Mais quand il dit en Allemagne, non, c'est en France. Le ballast effondré à Tonneins, en Lot-et-Garonne, sur la ligne existante, suite à une grosse pluie. Idem, à côté d'Orthez, Cassetis, ça date de mai de cette année. Donc l'effondrement, c'est pas en Allemagne, quelque part ailleurs, c'est en France. Et donc, on va poursuivre. Donc, projet imposé, inutile, il est préjudiciable. Et je vais tout de suite passer la parole parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, pour un temps de parole équilibré entre les collectifs, on pourra revenir sur les aspects ferroviaires après. Mais je passe la parole à Jean-Yves Boutet
sur les aspects, on a parlé carbone, environnementaux, et parler justement avec un focus sur la vallée du Ciron, avec l'association Ciron Bien Commun. Merci. J'en profite pour faire, en vous écoutant, je voudrais faire une remarque sur la légitimité des processus de consultation quand même. Parce que bon, le COI, il a été créé par le Premier ministre Castex, au passage, pour éclairer le ministre des Transports. Le dit ministre des Transports, lors de la conférence de Toulouse, a dit clairement à la presse que les avis du COI sont exclusivement consultatifs et que par conséquent, circuler, rien à voir. Voilà. Ça, c'est quand même un problème. Deuxième problème, c'est au niveau des autorisations environnementales qui ont été mises à l'enquête publique, enfin qui ont été mises en consultation des services publics, des communes, des collectivités, etc., etc. Le préfet aurait pu organiser une enquête publique normale. Il avait tout à fait la possibilité d'enclencher une enquête publique avec commission d'enquête, la possibilité pour nous d'aller interroger les commissaires enquêteurs, quand même, c'est la justice qui est en face de nous. Là, le préfet a décidé de lancer une participation du public par la voie électronique. C'est quand même grave, parce que là, nous, on n'a plus en face de nous la justice. Et c'est bien ça, quoi. Alors, c'était juste une aparté pour vous dire que, quand même, quelque part, ça cloche au niveau de la démocratie, quoi. Hein, on est d'accord. Bon. Alors, ma partie, c'était l'environnement. Donc, sur le plan environnemental, bien sûr, bien qu'il y ait cet affichage de décarbonation, il est évident que les effets négatifs sur l'environnement, alors, surtout le tracé, hein, parce que bon, je vais parler de la vallée du Ciron certainement, plus qu'autre chose, mais parce que c'est un espace qui est très sensible, mais c'est surtout le tracé, et qu'il y a des impacts importants en termes de consommation d'espaces naturels, forestiers, agricoles. Il y a quand même au sol une emprise de 4830 hectares. Dont, alors, déforestation, alors l'Aquitaine est un département très forestier, vous le savez bien, 2800 hectares de forêt qui vont disparaître. Donc là, je suis heureux de constater que le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest a porté un recours contre les arrêtés récemment pris. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a aussi une grosse perte de terres agricoles, plus de 1200 hectares de terres agricoles et de territoires viticoles. Bon. Ça, c'est consommation d'espace, énorme. Ensuite, impact très lourd sur l'eau tant souterraine que superficielle. Les menaces sont partout. Et malheureusement, l'écosystème qui nous intéresse, là, représente une perte de zone humide de 250 hectares. C'est pas rien. Bon. Ça a un impact, tout ça, aussi, sur le microclimat particulier de la vallée du Ciron. Cette vallée-là est connue pour ce microclimat qui est nécessaire au développement de la viticulture, notamment du vignoble du Sauternais. Il y a également tout un tas de perturbations hydrographiques qui vont arriver. Alors non seulement on a un régime pluviométrique qui est en train de se modifier de façon sensible, on le voit bien avec ces canicules à répétition, et ces pluies surtout, ces pluies printanières qui sont violentes et importantes. Donc on a un problème là d'impact sur le régime hydraulique, et du fait de ces déséquilibres, également on ne sait pas trop où on va en termes d'échanges dans les nappes souterraines, dans les nappes phréatiques. Gros impact aussi sur l'effondrement de la biodiversité. Alors, il n'y a pas seulement la fragmentation des habitats, puisque ce ballast va évidemment créer un espace engrillagé, donc fracture écologique, fractionnement, barrières de franchissement, des problèmes d'échange génétique pour la grande faune, etc. Et surtout un impact important sur les habitats censés être déjà protégés. Donc, je cite, ça a été très bien dit dans le rapport du COI. Alors,
simplement, je ne vais pas reprendre toutes les thématiques, mais simplement vous indiquer qu'à page 53 du rapport, nous sommes très heureux de constater que le Conseil a bien mis en évidence la sensibilité particulière de la vallée du Ciron, qui constitue un ensemble écologique remarquable, habite des habitats naturels et des espèces patrimoniales d'intérêt européen, réservoir de biodiversité, etc., etc. Donc ça, pour nous, ça a été important pour justifier d'un recours que l'on a lancé au mois d'avril contre l'autorisation environnementale qui a été délivrée par le préfet. Voilà. Donc, au niveau juridique, on est en plein dans la démarche. Et voilà ce que je voulais vous dire pour ne pas m'éterniser. Voilà. Merci beaucoup. Petite remarque, nous avons effectivement longuement discouru de cette question de la vallée du Ciron, mais moi j'ai vu un danger en quelque sorte, c'est que ne focalisant que sur une partie de la topographie du parcours, on allait ensuite, si on avait réussi à résoudre la question justement de la vallée du Ciron, légitimer en fait le reste du parcours. Et il se trouve que moi je connais bien le sud-ouest pour en être originaire, et je ne vois sur ce parcours que des zones relativement fragiles, sensibles, avec effectivement comment dire, un biotope particulier tout le long des deux parcours que sont celui de Bordeaux-Hendaye ou de Bordeaux-Toulouse. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Bah, je peux apporter des précisions sur ce point, en fait. Donc, déjà, je ne sais pas si on a redit les surfaces, hein. On est sur une surface de 4800 hectares. La vallée du Ciron, donc c'est une zone dite Natura 2000. Donc Natura 2000, c'est du classement européen, mais c'est une des 8 zones Natura 2000 concernées. Et d'ores et déjà, en fait, les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, le choix qui a été fait, c'est de passer du côté de la zone Natura 2000, c'est-à-dire bord de Garonne, zone humide. Alors on va pas discourir sur l'importance des zones humides, mais quand même, enfin, je veux dire, les zones humides, c'est ça qui permet d'absorber l'eau quand il y a un excès d'eau. Et donc là, tout particulièrement sur ce tracé de GPSO, on est sur ce type de problématique. On a déjà parlé de l'aspect forestier qui concerne d'ores et déjà le département de la Gironde et au-delà, tout le département des Landes si on va vers le Bordeaux-Dax. Un point dont on n'a pas parlé, c'est les terres agricoles. Alors les terres agricoles, c'est pas seulement le tracé, c'est-à-dire que évidemment que quand on va vers le Lot-et-Garonne, ça va ou le Tarn-et-Garonne, on va impacter des terres agricoles. Donc à l'heure où, pareil, on discourt beaucoup dans les médias de souveraineté alimentaire, on est sur des terres qui sont assez riches, productives, etc. Donc là aussi, on est sur des centaines, des milliers d'hectares qui peuvent être affectés. Et encore au-delà, en fait, ce projet, on peut le qualifier d'extractiviste, puisqu'il va avoir besoin d'énormément de matériaux. Et donc, au-delà des 4800 hectares, on a aussi toutes les centaines d'hectares et au-delà de gravières, donc ce sont des gravières qui se trouvent notamment au bord de Garonne. Donc là, on renvoie aussi, donc il y a les collectifs qui sont opposés à ce projet, il y a aussi tout un tas de collectifs qui sont mobilisés contre les gravières le long de la Garonne, mais également, on a des collectifs en Ariège. Donc ça, c'est pour vraiment l'aspect environnemental. Il y a un aspect très global. Donc, on ne va pas détailler non plus les impacts sur l'eau, typiquement. Là, on est sur le fonctionnement d'un bassin versant. Mais finalement, c'est tout le bassin versant à Dour-Garonne qui va se retrouver impacté par ce projet. Concrètement, là, on est dans un exercice oral et donc on n'est pas du tout ancré. Mais il faut se représenter la quantité, puisque dans ce type de projet, éviter les bassins versants, ça revient à construire des viaducs qui vont être au-dessus. Mais est-ce que ça veut dire éviter les impacts sur les bassins versants? Bien sûr que non, parce qu'on va couler du béton dans je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est que les Landes de Gascogne. En gros, c'est de l'eau. Et dessus, on a planté des pins. Donc la nappe, elle est un peu à quelques mètres en dessous. 50 cm. Voilà, elle est à 50 cm. Dès qu'il pleut beaucoup, ça déborde les fossés, ça inonde les maisons, on repousse l'eau. C'est ça les Landes de Gascogne. Et donc, bien sûr, pour reprendre un terme,
enfin, c'est quand même des génies d'avoir pensé à ce type de projet à cet endroit-là. Mais moi, je voudrais revenir sur l'aspect strictement ferroviaire, parce que le projet, il est vraiment d'ores et déjà préjudiciable aussi d'un point de vue ferroviaire. Et ça, en fait, le COI en fait, ne peut que le remarquer. C'est-à-dire, et là, on va aller du côté du Lot-et-Garonne. Que se passe-t-il en Lot-et-Garonne quelles sont les conséquences, notamment en Lot-et-Garonne, et d'ailleurs aussi probablement pour le Tarn-et-Garonne et à Montauban? C'est que, en fait, je crois que vous l'avez dit, Monsieur Coulombe, on prévoit de faire rejoindre 2 villes qui sont séparées par, je sais pas, 200 km ou à peu près. Voilà, c'est ça. Voilà, à très grande vitesse. Mais si on veut avoir l'intérêt de la très grande vitesse, on ne va pas s'arrêter à Montauban et Agen. Alors, très exactement, Bressolles et Brax, d'accord? Qui sont ces fameuses gares patates, betteraves, on les appelle comme on veut. Donc, qui sont situées à 10 ou 15 km chacune, l'une de Montauban, Bressolles, et l'autre de Brax, près d'Agen. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, que se passe-t-il pour rentabiliser la construction de ces gares? Parce que forcément qu'à un moment donné, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes. Alors, Daniel Ibanez, tout à l'heure, sur l'audition du Lyon-Turin, disait quand même, à un moment donné, il va falloir que les personnes qui pensent ces projets se penchent sur les données socio-économiques, sur l'intérêt vraiment d'utilité de ces projets et sur ce qui se passe d'un point de vue socio-économique et du point de vue du fonctionnement territorial. Donc, on va construire des gares, mais en fait, les trains vont probablement pas s'arrêter. Et d'ailleurs, je crois que SNCF Réseau a déjà dit que l'arrêt des TGV en gare d'Agen n'est déjà pas rentable. C'est dans un article de Sud-Ouest, une interview de Dominique Bussereau. Donc SNCF Réseau va s'arrêter, va faire beaucoup d'arrêts à Agen et Montauban. Non. Donc on nous dit que, bah oui, parce qu'il va falloir rentabiliser la construction de ces gares. Donc on va mettre les trains d'équilibre du territoire et donc le Bordeaux-Marseille. Donc en fait, ce qu'on peut augurer, c'est en fait une perte de desserte dans les gares existantes, sur la ligne existante. Et puis, on nous a expliqué, enfin moi, un truc que j'ai beaucoup entendu sur cette ligne, c'est oui, il faut une ligne à grande vitesse, vous comprenez, on ne peut pas faire coexister du 200 km/h. Donc ça, c'est un des arguments aussi, là, pour construire la Bordeaux-Dax. On ne peut pas mettre du 200 km/h avec du très grande vitesse. Mais là, finalement, on est en train de nous dire qu'on va mettre des rames oxygène sur cette ligne, mais les rames oxygène, ce n'est pas des trains qui sont prévus pour rouler à 320 km/h. Donc eux, ils sont limités à 200 km/h. Donc on va faire coexister sur une ligne à grande vitesse du 200 km/h. Voilà. Donc on voit bien toutes les incohérences qui s'accumulent. Et encore une fois, c'est préjudiciable. Et je ne voulais pas finir cet aspect préjudiciable sans parler... Alors, et je renvoie, parce que ce qui nous tient à cœur, on a parlé du CAD tout à l'heure, il y a un collectif qui fait un énorme boulot en Lot-et-Garonne, c'est Stop LGV 47, très engagé, et qui est très engagé aussi sur les aspects sociaux. C'est-à-dire que quand on a des collectivités locales, et donc là on renvoie à Agen, la Comcom d'Agen, qui finance ce projet, qui donne des sous. Il y a des collectivités locales, donc il y a 25 collectivités locales qui donnent de l'argent sur ce projet. Quand on donne de l'argent pour LGV ou pour construire une nouvelle gare, c'est de l'argent qui ne va pas sur l'hôpital de Marmande, par exemple, qui a besoin d'argent. C'est de l'argent qui ne va pas sur... alors, on nous annonce qu'en Nouvelle-Aquitaine, faute de budget, il y a 8000 places de formation dédiées aux demandeurs d'emploi qui sont supprimées. La région de Nouvelle-Aquitaine n'a plus d'argent. Recherche, il y a plus de thunes pour faire de la recherche depuis la région. On coupe les grands programmes, les fameux PESGAR, depuis la Nouvelle-Aquitaine. Mais on va donner de l'argent pour LNSO. Alors, je vous renvoie aux travaux de Stop LGV 47. Et puis, il y a une asso qui fait beaucoup de boulot aussi, qui est en Gironde. C'est une association qui s'appelle LGVEA. Alors, eux, ils ont fait une petite calculette
Que peut-on faire avec l'argent des LGV du Sud-Ouest? Alors ça, c'est super. Et eux, ils ont calculé qu'avec les 327 km, alors ils ont utilisé le nouveau chiffre à 22,5 milliards, on peut payer 56 années de TER gratuits, 56 années de TER gratuits en Nouvelle-Aquitaine, et la rénovation de 22 501 km de voies existantes. Je ne sais plus quel chiffre ils ont utilisé, c'est sourcé, tout ça c'est sourcé, d'accord? Ils ont fait le choix de sourcer. Alors c'est pour ça que nous on a qualifié ce projet, l'annonce de Monsieur Lecornu à Toulouse, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Prenons les chiffres comme sur Lyon-Turin, regardons ces chiffres en face, financiers, c'est en défaveur des voies existantes. Je voulais finir en parlant des aménagements. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des aménagements ferroviaires sud de Bordeaux, nord de Toulouse. Faisons un passage par nord de Toulouse avec là aussi un énorme travail des Amis de la Terre Midi-Pyrénées et puis des experts ferroviaires. Ce que je voulais dire, c'est que nous, dans notre lutte, on a des experts ferroviaires. Donc, par exemple, Benoît Durand qui travaille côté Toulouse. Et pour porter les recours, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées se sont tournés vers un expert ferroviaire indépendant, Monsieur Daniel Emery, qui a confirmé l'analyse des Amis de la Terre sur les AFNT. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les AFNT? Finalement, en fait, depuis les AFNT, ce qui se passe, c'est que ils ont changé l'aménagement ferroviaire au nord de Toulouse depuis la déclaration d'utilité publique. Donc, à la création d'un goulet d'étranglement en entrée-sortie de la gare Matabio, il y a la création d'une gare terminus en amont de la gare au nord de Toulouse. Donc, finalement, il y a toute une partie des trains TER qui s'arrêtent avant d'arriver à la gare Matabio. Et puis, la création d'un cisaillement. Alors ça, c'est un terme un peu technique d'un point de vue ferroviaire. Mais apparemment, ça, c'est une hérésie ferroviaire. Donc, on fait, finalement, ça peut créer des problèmes de circulation de trains. En tout cas, les AFNT, je crois qu'il y a un spécialiste dans la salle, c'est ça, Chemino. Peut-être il me posait une question et je poserai la question en ligne à mes collègues. La création, en tout cas, ça n'a pas l'air de résoudre vraiment le nœud ferroviaire important au nord des AFNT. Tout ça pour dire que ces aménagements ferroviaires, etc., ils sont... Voilà. Nous, côté lutte, on trouve que AFSB et AFNT, c'est une arnaque côté GPSO, parce que ça a été vendu aux métropoles comme servant sur les RER métropolitains. Et on voit bien que là, on nous dit les travaux sont commencés, LGV a commencé, alors qu'en fait, ça a été fait au titre aussi des RER métropolitains. Donc voilà. En tout cas, sur les AFNT, le rapport du COI, il est factuellement faux. C'est un peu dommage parce que nous, on trouvait qu'il y avait quand même des trucs intéressants sur GPSO. Et en tout cas, on voit bien que la demande de mise à jour des données qui étaient portées depuis le COI, c'était quelque chose qui était intéressant. Mais voilà, sur AFNT, en tout cas pas. Et sur les AFSB, de toute façon, s'il faut regarder nœud ferroviaire, il se trouve plutôt finalement côté sud-ouest en fait. Pas de ce côté-là de la ligne, là où il y a les AFSB qui ont été mis, quoi. Voilà. Très bien. Si vous avez des Est-ce qu'il y a questions. des questions? Oui, en effet. Ouais. Hein? Alors, j'ai Déranger Cernon. déjà merci pour ces éclaircissements et toutes ces informations qui sont précieuses dans les discussions animées qu'il peut y avoir sur le GPSO. J'avais deux questions du coup. Aujourd'hui, on met beaucoup le temps en avant, en effet, le temps de gagner. L'objectif, clairement, c'est d'afficher moins de 4 heures. Avec la rénovation de la ligne existante, il y a une étude qui a été faite en 2015, un rapport CETEC, qui annonce qu'on passe en dessous des 4 heures. Donc voilà, on voit bien que la ligne existante est suffisante pour pouvoir le faire. La seule question que je me pose, c'est par rapport à la capacité. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a
notamment sur la question du TER. On le sait, pour attirer du monde qui soit avec des taux de remplissage intéressants, il faut un cadencement. Donc sans doute un cadencement toutes les heures, voire peut-être même moins. Est-ce que du coup, ça ne saturerait pas la ligne entre Bordeaux et Toulouse? Et la deuxième question, on parle beaucoup aussi de financement européen sur cette LGV. Je ne vois pas à quel moment on relie des pays européens entre eux, entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Est-ce que vous avez des éléments aussi par rapport à ça? Alors, je vais commencer par cette deuxième question parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc, il se trouve que, comme nous, on a été passablement très agacés des déclarations de Carole Delga à Toulouse. Donc, elle a fait venir le coordonnateur atlantique et le coordonnateur côté Montpellier, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, l'autre voie. Et donc, les déclarations à l'issue de la venue des deux coordonnateurs européens, c'était de dire l'Europe finance Bordeaux-Toulouse. Donc, c'est ce qui a été dit dans la presse. Donc, nous, non. On a écrit donc au coordonnateur européen et on a des échanges avec le coordonnateur atlantique. Nous nous sommes fait expliquer depuis enfin, vraiment, nous, on est curieux de savoir ce qui se raconte à l'Europe sur ces projets. Et donc, va y avoir plus d'argent, effectivement, sur le MIE. Mais je vais vous lire la réponse du coordonnateur. Donc, sous réserve de la confirmation de ce budget par les co-législateurs et conformément à la proposition de règles relative au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, un taux de cofinancement pouvant atteindre 50% est prévu pour les projets transfrontaliers. Donc, est-ce qu'on finance Bordeaux-Toulouse? Comme le dit Madame Delga, elle le répète dans la presse. 20%. Non. Donc, on voit bien aussi ce qui est en cours chez les porteurs du projet, et y compris, par exemple, Monsieur Renaud Lagrave, vice-président à la région Nouvelle-Aquitaine, et Monsieur Alain Rousset, pardon, qui veulent relancer les études préalables, cette fois-ci sur le Dax Espagne. C'est pour donner l'impression que tout ça est en route, et parce qu'à un moment donné, la France ne pourra convaincre l'Europe que si c'est transfrontalier, si on a bien cette LGV qui va jusque dans le Pays basque. Donc c'est ça l'enjeu. Donc ça, c'est pour la réponse vis-à-vis de l'Europe. Donc nous, ce qu'on regrette du côté de la lutte et ce qu'on aimerait vraiment qu'il soit porté depuis les parlementaires de manière très combative, on va dire, c'est quand même mettre les députés, les porteurs de ce projet en face de la réalité financière du projet. Parce que le Cornu vient débloquer 150 millions, juste. Il a annoncé 150 millions à Toulouse pour 2026. Et en même temps, il nous annonce des financements de l'Europe qui sont clairement conditionnés au cadre européen. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe n'est pas pour éventuellement cette... moi, je ne fais pas dire ce que l'Europe ne dit pas, attention. Mais c'est conditionné. Et on sent bien ce qu'ils veulent faire, c'est expliquer à l'Europe, si c'est en cours, les études sont en cours, donnez-nous l'argent. Mais donnez-nous l'argent pour financer Bordeaux-Toulouse. Voilà. Sur la deuxième question de la saturation TER, cadencement du quart d'heure. Alors, il faut regarder... alors, moi, personnellement, je pense qu'il faut regarder la saturation à l'heure qu'il est dans l'état actuel de la voie. Donc, effectivement, si on vient brancher... si on vient brancher... je fais le signe avec la main. La ligne nouvelle sur telle que c'est prévu. Alors, là, les collègues cette fois-ci, d'une autre association, Transcube. Donc, eux, ils ont regardé clairement les chiffres. Eux, ce qu'ils montrent, en équipant avec ERTMS, ça passe. Voilà, ça passe. En équipant avec ERTMS. Soumis à débat, effectivement, soumis à débat. Parce qu'en face, il faut que SNCF Réseau accepte de publier leurs chiffres de cadencement, etc. Juste pour vous dire que dans les recours, parce que nous, on va au tribunal, donc côté AFNT, ils sont allés au tribunal, nous n'avons pas les chiffres de SNCF Réseau.
Donc là, on rejoint le débat sur le Lyon-Turin. C'est quelles sont les projections. Nous, on est tout à fait d'accord pour faire passer plus de TER, etc. Il n'y a pas de problème en équipant de l'ERTMS, en faisant des prédictions, etc. Mais avec des chiffres réalistes, sourcés, où la prédiction, elle tient la route, je ne sais pas, avec des géographes, regardons ça de près. Donc, le minimum, je dirais, syndical sur ce projet. Et c'est pour ça qu'il y a un regret quand même. Alors, encore une fois, le COI, nous, on trouve que le travail est intéressant. On trouve le préambule de monsieur David Valence instructif. Oh, mais encore une fois, discutons avec les gens. Et moi, et en tout cas, moi, juste pour rappeler que ici, on est vrai. Enfin, moi, je me fais la porte-voix de toute cette expertise qui est présente dans les collectifs et les associations, de gens qui regardent ce projet à la loupe depuis des décennies maintenant. Et donc, nous, on aimerait bien que ce sérieux du travail des collectifs, des assos, soit considéré, soit auditionné et puisse être écouté et mis en débat, et pas seulement dans les tribunaux, ou pour finir, désolée, enfin, je suis hyper longue, mais finalement, au tribunal administratif, et finalement c'est comme sur A69, on va se retrouver avec des jugements où on voit bien que les tribunaux administratifs, ils vont avoir un peu de mal à annuler les autorisations environnementales d'un projet à 14 milliards que l'État pousse de manière très très forte. Et de toute façon, si on a les jugements aux tribunaux administratifs, alors on n'augure pas de ce que feront les juges, mais on espère qu'ils regarderont tout ça. Mais on voit bien qu'ils ont vraiment de mal à regarder dans le détail ce projet et à demander à SNCF Réseau le même travail et d'avoir un vrai débat contradictoire. Tout à fait. Merci. Une question de Loïc Prudhomme, député de la Gironde. Le problème, c'est que SNCF Réseau est par ailleurs jugé parti dans ces temps. Et sur le travail de Transcube notamment, pour avoir discuté récemment avec eux, sur la saturation de Bordeaux-Toulouse, en fait, les prévisions qui étaient dans les dossiers de la SNCF au début du 2014-2015, notamment de fréquentation, quand on regarde l'Afrique qui avait projeté une fréquentation à l'horizon 2025-2030, quand on regarde la fréquentation réelle, et je n'ai pas tout à fait précisément en tête, mais c'est moins 30 à moins 50% de fréquentation par rapport aux projections de SNCF qui ont toujours tendance effectivement à gonfler à prévision pour dire, vous voyez, c'était absolument nécessaire. Et enfin, juste pour compléter sur la question Bordeaux-Dax, sur pourquoi cette branche existe, parce que le bénéfice, c'est 42 km plus long et 5 minutes de gagné au mieux. Ça, c'est la promesse. Pourquoi faire cette ligne? En fait, cette ligne, quand on regarde le dossier avec précision et depuis un certain nombre d'années, alors que la ligne existante est rénovée à 80%, qu'elle a un temps de transport quasi identique, et que par ailleurs, le PIO n'est plus là, PIO du faux, j'ai dit à un moment sur l'interconnexion avec l'Espagne, c'est bizarre, les rails ils sont tombés dans l'abri d'Assoa où il y a un truc, mais non, c'est connecté. Donc ça n'apporte rien. Mais juste, cette branche-là, elle est juste un aspirateur à financement européen. Elle n'a pas d'autre justification technique que d'aspirer des financements qui finalement vont être utilisés pour faire plaisir à Madame Delga, parce que le Bordeaux-Toulouse est un caprice de Madame Delga, représentante de la région, à qui on a promis au moment où la LGV s'est faite en 2017, en 2017 entre Bordeaux et Paris, à qui on avait promis qu'elle irait jusqu'à Toulouse. Donc maintenant, elle saute sur place en disant « je veux ma LGV parce qu'on me l'a promise », même si ça n'amène rien et qu'on l'a démontré par les internes HTUI, ERTMS, rénovation, matériel capacitaire, on peut faire du Toulouse-Paris en moins de 4 heures avec la rénovation. Et que par ailleurs, moi, pour prendre le train régulièrement à Bordeaux, dans des rames bondées de Toulousains, je les entends parler, ils disent, mais en fait, maintenant, ça va. 4h10 pour aller à Paris, on a la Wi-Fi, on boxe, on est comme au bureau. Donc, il faut arrêter aussi de nous vendre le truc, quoi, c'est temps perdu. Et sinon, j'allais vous inciter à vous pourvoir aussi avec nous pour demander bilan loti de Tour Bordeaux. Et alors, sans doute, grâce à l'audition d'aujourd'hui, le
l'IGEDD a publié hier le bilan LOTI et l'avis de l'IGEDD sur son site. Et je vous lis deux petites, j'ai pas eu le temps de le lire, parce que je viens de découvrir. Des cibles démesurées d'augmentation de la fréquentation que les parties prenantes ne parviennent pas à assumer. De sérieux doutes sur le supplément de fréquentation imputable à la LGV SEA qui est annoncé dans le bilan, etc., etc. Donc, en fait, vous avez là un avis de l'IGEDD qui dézingue déjà dans la table des matières, le bilan LOTI présenté par l'exploitant en partenariat avec 5K. Et donc, avec quand même 4 ans de retard, mais ils avaient jusqu'au 9 juin pour le publier, ils l'ont fait le 20 mai, c'est pour faire plaisir à monsieur Nuit. Quelques mots de la fin, parce que en fait, il y avait tous les collectifs, là, quand même, ils étaient en Zoom. Donc, j'ai eu quelques commentaires que je voudrais rajouter. Donc, en tout cas, juste pour me transmettre le message que le Pays Basque se tient prêt. C'est-à-dire, imaginez faire passer la LGV en Pays Basque, dans une zone à densité de population très élevée, etc. Bon, ils étaient entre 12 000 et 15 000 personnes dans leur manif. Enfin bon, voilà, c'est juste... on souhaite bon courage au pouvoir public. Voilà, ce sera une levée de bouclier s'il y a une dupe d'Axe Espagne, si jamais ça leur prenait l'envie. Un autre point, c'est que les attaques juridiques contre tout ça, ça date de la dupe. On a été déboutés sur tout. Notez quand même que pour le financement, il y a aussi cette taxe spéciale d'équipement sur 2340 communes. C'est quand même je crois que c'est une première en France, c'est-à-dire on crée un impôt local. D'ailleurs, tous les gens là qui sont à Bernos-Bola, qui sont contre la LGV, ils payent la taxe pour s'équiper d'un truc dont ils veulent pas. Enfin bon, c'est le principe de l'impôt. On paye des impôts pour des trucs qu'on veut pas toujours. Mais là, quand même, voilà, ça pose un peu question. Une taxe spéciale d'équipement, on pourrait facilement la garder et la transformer en taxe spéciale de rénovation, TSR, quoi. Voilà, pour financer les... Toujours Sud-Ouest, pourquoi pas, et finalement réorienter la taxe vers le... Enfin, c'est une suggestion, par exemple. Donc cette taxe, elle a été attaquée, et la question prioritaire de constitutionnalité, elle a été bloquée dès le Conseil d'État. Donc, il y a eu un recours formé par plusieurs associations, dont le 4, je crois TGV en Albret et peut-être d'autres, j'en oublie peut-être. Donc, depuis la lutte, nous, on y voit un abus de pouvoir, c'est-à-dire, non, on ne va pas aller discuter au niveau du Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d'une taxe spéciale GPSO réduite à 2340 communes. Donc, ça pose une question d'égalité quand même devant l'impôt. Voilà, donc on voulait juste rajouter ça. Quoi d'autre? Pauline, le mot de la fin, peut-être? Loïc Prudhomme a parlé rapidement du collectif transpartisan parlementaire du Grand Sud-Ouest qui est aussi contre ce projet, pour vous dire que la lutte est vraiment... avec des personnes très différentes. Je pense que c'est ce qui fait notre force. Quand on en parle avec les amis de la 69 et tout ça, le CAD a fait signer 600 élus contre le projet. Nous, en 3 semaines, sur la dernière enquête publique PPVE, la particulation par voie électronique, on a réussi à faire signer 330 élus aussi, des urbains, des ruraux. On a des chasseurs, on a des sylviculteurs, on a des élus en écharpe, des beatniks, des punks à chiens, des zadistes, tous en même temps groupés. Et sur des photos de conférences de presse, je vois que ça interpelle. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, l'occasion d'en parler. Mais quand on arrive à avoir des gens qui ont tous des avis convergents sur un projet comme celui-là, je trouve qu'il faudrait que ça devienne un projet qui soit porté au niveau national. On a eu de la chance là d'avoir des interlocuteurs. Peut-être qu'après cette réunion aujourd'hui, on pourrait continuer. Enfin, en tout cas, on souhaiterait le pouvoir le porter
dans différentes commissions et revenir vers plein de députés, puisqu'on est à l'Assemblée aujourd'hui, pour pouvoir en faire quelque chose de représentatif, vraiment des besoins des Français. 7 km de LGV, c'est un hôpital de 1400 lits. Au niveau utilité publique et dépenses, on ne peut pas se passer de reposer la question sur la table. Et M. Lecornu a beau trouver ça irréversible, c'est notre opposition et qu'il l'est. Ouais. Irréversible. Et là, vous voyez, le rapport du COI porte comme sous-titre, grand projet, le temps des choix. Et effectivement, là, on se rend compte que le temps est compté. Et c'est la raison pour laquelle on observe une accélération de tout le verrouillage, en quelque sorte, du pouvoir. Hein. On le voit avec les nominations qui ont eu lieu à la Cour des comptes, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, etc. Et là, on voit qu'effectivement, la précipitation de Lecornu à aller rendre irréversible, enfin prétendre à l'irréversibilité de ce projet, montre la fébrilité dans laquelle est cette classe politique-là, à la veille finalement des grandes échéances présidentielles. Donc je pense que nous, on va faire notre boulot, celui auquel vous nous conviez, d'agréger toutes les forces et de publiciser, de porter à la connaissance du public toutes ces luttes et les défendre comme on peut. Mais vous voyez bien aussi qu'il faut qu'il y ait une mise sur le plan public de ces questions-là, des grands projets inutiles, ruineux, écocidaires, et qui sont quand même très nombreux et qui concernent des dizaines de millions de Françaises et de Français en réalité. Au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, il y a déjà eu des dégâts irréversibles et très violents. Il y a quand même des arbres qui ont été abattus sur des parcelles où il n'y aura pas de travaux pendant 3 ans. Donc c'est vraiment des actes de meurtrissage et de répression. Et là, nous, sur la grande ligne, on attend, sur les arrêtés et les déclarations préfectorales, c'est les têtes abatteuses en octobre. Donc, on a réussi à les repousser de décembre-janvier. C'est vraiment symbolique sur le massif. Et voilà, quand on voit les répressions qu'il y a pu y avoir sur la Z de la Guinguette Vaillante au nord de Toulouse, et ces actions, comme je vous dis, aller couper un chêne bicentenaire 3 ans avant, juste pour marquer les esprits. Nous, on vit dans une vallée avec des arbres marqués. Je suis désolée, je suis émue. On est en plein milieu du feu de l'Andiras de 20 000 hectares. On veut enlever la bombe des eaux souterraines. Alors certes, la vallée du Ciron, c'est pas le cœur du monde, mais si ça peut faire un sursaut sur l'habitabilité de ce lieu, si on enlève l'eau, l'air, on enlève la vie. Et pour tout le monde. Donc, n'attendons pas plus loin, et surtout pas octobre, et ne nous laissez pas tout seuls face à des têtes abatteuses. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, et peut-être pour finir sur la représentativité de la lutte, donc Pauline vient de citer la Guinguette Vaillante. Donc, qu'est-ce que c'est que la Guinguette Vaillante? Donc, parce que là, on a beaucoup parlé des assos, des collectifs. La Guinguette Vaillante, c'est une occupation au cours de l'hiver 2024-2025, sur le triangle de Saint-Jory, donc à proximité immédiate des aménagements ferroviaires du nord de Toulouse. Et là, ce sont des jeunes, des moins jeunes aussi, mais beaucoup de jeunes, de très jeunes même, qui s'installent dans les arbres, qui tiennent un triangle boisé, comme ça s'est passé sur la 69. Et un truc à rappeler, c'est que ces grands projets inutiles et imposés, délétères, écocides, etc., ils sont fortement sous le coup de la répression. Donc on a des militants, militantes qui qui sont pris parce qu'ils allaient vouloir réoccuper un arbre. Donc ça, c'était en août de l'année passée. Ils sont mis en prison. Elles sont mises en prison, jugées juste pour avoir découpé du grillage à proximité d'un arbre. Donc la réalité. Donc là, on est passé par les arguments rationnels, etc. Mais la réalité des luttes de terrain face à ces grands projets qui passent en force, c'est ça. Ce sont des jeunes, des moins jeunes. Encore une fois, je me répète, et beaucoup de très jeunes, 16 ans, 18 ans, 25 ans. Donc c'est vraiment la jeunesse de ce pays qui se retrouve dans les arbres, qui se retrouvent vraiment sous le coup de violences policières, de violences, je dirais même judiciaires, pour avoir assisté à des procès
au pénal à Toulouse. Donc, la jeunesse de ce pays, elle est face à ça aujourd'hui. Et donc, pour terminer, moi, je voulais terminer cette audition en saluant complètement les jeunes de la guinguette vaillante. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci.